Emprisonnement, torture, exécution, trois mots terribles à la une d'un rapport. Pour la première fois, Amnesty International dénonce les violences contre les enfants dans le monde. Dans bon nombre de pays à travers le monde, des enfants sont martyrisés. À l'index ce soir, l'Afrique du Sud, l'Amérique latine et le Moyen-Orient. Une liste impressionnante que nous détaillerons tout à l'heure. Où est passé Salim, l'un des jeunes franco-algériens venus passer Noël en France avec leur mère? Il n'a pas regagné l'Algérie. Le médiateur français se déclare embarrassé par cette affaire. Les pilotes d'Air Inter en grève à partir de lundi jusqu'à vendredi. Les principaux syndicats dénoncent le recours excessif aux affrètements. En toile de fond, le pilotage des Airbus A320. Nouveaux affrontements dans les territoires occupés. Au moins un Palestinien tué aujourd'hui. L'armée israélienne reporte à plus tard la réduction de ses effectifs. La coupole change de main. Le groupe Flo rachète la brasserie du boulevard Montparnasse pour 55 millions de francs. Le décor reste le même, mais des bureaux seront construits autour de l'établissement. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. C'est une affaire qualifiée d'embarrassante qui fait ce soir la une du journal d'Antenne 2. Selim, 17 ans et demi, l'un des 44 enfants franco-algériens venus, vous le savez, passer les fêtes de fin d'année en France, n'est pas rentré en Algérie. Embarras, je vous le disais, car cette exception à la règle risque de compromettre le dialogue franco-algérien et surtout l'espoir de plusieurs dizaines de mères de famille. Ce soir, Selim est introuvable, mais sa mère est catégorique. Mon fils, a-t-elle dit, veut rester en France. Pascal Deschamps. Les retrouvailles de Selim et de sa mère, c'était à l'aéroport d'Alger le 22 décembre dernier. Il venait tout juste d'apprendre qu'il pourrait la suivre en France, mais seulement pour les vacances. Peut-être avait-il déjà décidé alors de ne jamais rentrer en Algérie. Car après 15 jours passés ici avec sa mère dans le Poitou, chez ses grands-parents, Selim reste introuvable. Devant sa détermination, sa mère a décidé de ne pas le laisser repartir. Depuis l'âge de 9 ans qu'il se trouve là-bas, ils étaient deux déjà au départ. Il était avec son frère qui avait 1 an de plus que lui. Disons que ces 9 années, il les a plus ou moins bien supportées dans la mesure où il était soutenu par son frère. Et depuis le décès de son frère qui est survenu donc en septembre, il se retrouvait complètement démuni de tout. Et c'est à ce moment-là, je pense, qu'il a ressenti encore bien plus le besoin d'être avec sa mère. Et pourtant, comme les 42 autres mères françaises, Marie-Noëlle avait promis de rendre son fils. C'était la condition sine qua non. Son geste risque de compromettre des mois d'efforts pour établir la libre circulation des enfants du divorce. Je pense qu'il est l'intérêt, de son intérêt personnel, de l'intérêt de tous les enfants qui sont venus, de l'intérêt de toutes les mères qui se sont engagées et qui ont fait repartir leurs enfants, qu'il est de l'intérêt aussi de nos bonnes relations avec les Algériens, que ce garçon puisse venir me voir et que je puisse avoir un entretien avec lui. Un appel à la bonne volonté, c'est ce soir le seul recours du médiateur. En effet, la police française ne peut pas remettre de force Selim dans un avion, puisque juridiquement, en France, c'est sa mère qui a le droit de garde. Alors reste la persuasion, le cas de Selim est négociable, son père pourrait accepter de le laisser partir définitivement en France avant sa majorité, mais pour cela, il faudrait que Selim retourne quelque temps en Algérie, et ça, il ne le veut plus, plutôt mourir, dit-il. À l'Elysée, suite et fin du traditionnel marathon des vœux de Nouvel An. Et vous allez voir que ce soir, le mot n'est pas trop fort. Après une première journée marquée, vous le savez, par le vœu ou les vœux du gouvernement et un échange très cohabitationniste entre François Mitterrand et Jacques Chirac, le président Mitterrand a reçu tour à tour les bureaux des assemblées parlementaires, les représentants de la ville de Paris, les autorités religieuses, les forces vives de la nation, avec en prime les vœux de la presse tout à l'heure. Pas de confidence exceptionnelle, je vous le dis tout de suite, en débit des nombreuses questions. À noter qu'entre deux poignées de main, messieurs Mitterrand, Poher et Chaban-Delmas se sont mis d'accord pour limiter l'abus des sessions extraordinaires du Parlement. Décision résumée en une petite phrase, je cite, « L'extraordinaire ne doit pas devenir ordinaire ». Fin de citation. Social, on s'y attendait depuis quelques jours. Nouveau durcissement dans le conflit d'Air Inter. L'intersyndicale des pilotes et mécaniciens navigants a annoncé le dépôt d'un préavis de grève couvrant la période de la semaine prochaine, du lundi 11 au vendredi 15 janvier inclus. Bref, la partie de bras de fer se poursuit entre les syndicats et la direction, mais aujourd'hui, ce n'est plus simplement le problème du pilotage à deux qui est au cœur du débat. Françoise Joly.
Cette fois, les syndicats sortent de leur manche un nouveau mot d'ordre de grève. Ils reprochent ce coup-ci à Air Inter de louer des avions à des compagnies étrangères, notamment en période de grève. Une façon, selon eux, de briser leur mouvement. Officiellement, donc, plus question de se battre contre le pilotage à deux des nouveaux Airbus. Mais aujourd'hui, certains pilotes font des révélations fort à propos. L'Air France AFR 720 qui décollait de Roissy en direction de Moscou, c'était le vol inaugural d'un 737 piloté à deux. Le copilote a eu une attaque, un éclatement du pancréas. Il a été mis hors d'état et le commandant de bord s'est retrouvé tout seul aux commandes avec l'obligation de tout faire dans la cabine, y compris la radio avec les Russes, ce qui n'est pas une mince affaire. Heureusement, dans la cabine, il y avait un équipage de Boeing 747 qui était en mise en place en passager. Donc, et c'est un membre de cet équipage 747 qui est venu au secours du commandant de bord du 737 qui était dans la cabine et qui lui a permis d'atterrir l'avion en toute sécurité. Ces propos sont bien la preuve que le conflit se cristallise toujours aujourd'hui sur le pilotage à deux. D'autres syndicats, FO et la CFDT, refusent de suivre le mouvement. Les syndicats de navigants techniques ont compris qu'en rester au pilotage à deux, c'était très impopulaire à Air Inter et probablement très impopulaire dans le pays, alors que mettre en avant l'affrètement, le maintien de l'outil de travail, c'est un thème un peu plus porteur. Voilà pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec les syndicats de navigants techniques. La direction, elle, joue sur du velours. Elle veut bien négocier sur le motif annoncé, l'affrètement, mais pas sur le motif caché. En fait, derrière tout cela, il y a le fameux problème de la composition d'équipage sur A320, et c'est là le vrai motif, je pense, du conflit. Or, sur ce plan, pas question d'évoluer. Et si la situation n'évolue pas, la semaine prochaine, Air Inter risque de connaître sa 12e grève en un an. L'aviation toujours avec les malheurs de la compagnie Pointer. Petit retour en arrière pour mieux comprendre. Depuis sa liquidation judiciaire, la compagnie ne possède plus qu'un avion, un DC-8. Samedi, nouveau coup du sort. L'avion est cloué au sol, à cause, semble-t-il, d'une panne technique. Depuis, les clients se lamentent. Passagers bloqués à Marignane, d'autres en attente à Roissy et à Saint-Denis de la Réunion. Certains Boeing a été affrété ce matin pour Marseille, mais pas de solution pour Paris et pour la Réunion. On fait tout de suite le point. 22 heures d'attente pour la Réunion, 350 passagers qui sont toujours cloués au sol à Roissy pour absence d'avion. Ils ont passé la nuit dans deux hôtels proches de l'aéroport et toute la journée, la compagnie charter a tenté de trouver un appareil pour remplacer son unique DC-8 en panne depuis le 31 décembre, sans succès pour l'instant. Cette nouvelle péripétie fait suite à une longue série de turbulences pour Pointer. Au début de l'année, une interdiction de vol pour 8 semaines. Le 3 décembre, son dépôt de bilan avec 60 millions de pertes et le placement en règlement judiciaire. Aujourd'hui, c'est la société mère, le Point Mulhouse, qui craint l'asphyxie. Aujourd'hui, le Point Mulhouse en est arrivé à une situation quasiment nulle. C'est-à-dire qu'il nous faut absolument pouvoir rééquilibrer pour pouvoir continuer de fonctionner, ou alors c'est forcé et contraint que nous serons obligés de disparaître. Les 350 passagers risquent de passer une nuit de supplémentaire à Roissy et à La Réunion, 1 millier de personnes attendent toujours un vol de retour vers Paris. À l'étranger, le procès d'Abbas Ali Hamadeh s'est ouvert aujourd'hui à Düsseldorf. Hamadeh est accusé d'avoir organisé l'enlèvement de 2 hommes d'affaires allemands. L'un d'entre eux, Rudolf Kord, est toujours retenu comme otage au Liban. Procès sur fond de chantage, car les ravisseurs de Rudolf Kord ont annoncé hier soir que leur attitude dépendrait sans doute de la tournure du procès. Aujourd'hui à Düsseldorf, coup de théâtre. Abbas Hamadeh a demandé aux ravisseurs de libérer immédiatement leur otage. Ambiance et compte-rendu d'audience avec Philippe Rochaud. Si les Allemands se passionnent pour le procès de Abbas Hamadeh, ça n'est pas seulement dans l'espoir de récupérer leur dernier otage de Beyrouth, dont la libération a été placée dans la balance à l'heure où Hamadeh passait devant ses juges. Les Allemands veulent savoir jusqu'où ira leur pays dans les concessions. Hamadeh a repoussé l'accusation selon laquelle il aurait participé à l'enlèvement des 2 ingénieurs allemands Cordes et Schmidt en janvier 87. Il a même appelé les ravisseurs à relâcher Rudolf Cordes encore entre leurs mains, alors que quelques heures avant son procès, une photo de l'otage allemand accompagnait un texte où le groupe annonçait que le sort de Cordes serait lié à celui de Hamadeh. Pas question d'échange, disent officiellement les Allemands.
Pourtant, Amadei ne serait condamné qu'à une peine de 4 ans de prison pour détention d'explosifs. En revanche, son frère Mohamed, arrêté à Francfort, n'a toujours pas été jugé. Or, il est accusé d'avoir participé à la prise d'otage du Boeing de la TWA en 1985, où un Américain a été assassiné. Voilà pourquoi le procès Amadei passionne aussi l'opinion américaine. Les Allemands ont réussi à contourner la demande d'extradition d'Amadei faite par les États-Unis. La libération de 2 hommes accusés de terrorisme est toujours dans la balance contre celle d'un otage. Un jour de détention supplémentaire pour l'otage allemand du Liban, Rudolf Cordes n'a toujours pas été libéré. Dans les territoires occupés de Cisjordanie et de Gaza, nouvelle série d'incidents. De sources palestiniennes, on a appris aujourd'hui que 2 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza. 7 autres personnes auraient été blessées aujourd'hui. En tous les cas, les jours qui viennent s'annoncent très difficiles. Bernard Benyamin. Images désormais quotidiennes de Cisjordanie et de la bande de Gaza. Sauf que depuis quelques jours, depuis les arrestations opérées par les forces israéliennes, on prend soin de se masquer le visage afin d'éviter d'être repéré. On pensait bien du reste que la journée ne serait marquée que par des jets de pierre, des portraits de Yasser Arafat et des pneus qui brûlent. Cela n'a pas été le cas. Cet après-midi, la situation s'est à nouveau tendue après la mort d'un ou de 2 Palestiniens à Gaza, selon que l'on se réfère aux sources israéliennes ou palestiniennes. En tout cas, après un mois de violence continue dans les territoires occupés, il semble bien que l'on soit en passe d'aborder une 2e phase. À l'image de ces écoliers qui conspuent une patrouille israélienne, les Palestiniens ont décidé de lancer à partir de jeudi une campagne de désobéissance civile. Grève des impôts, boycott des produits israéliens, un certain nombre de mesures sont à l'étude, mais il n'est pas sûr que retombe pour autant la violence dans les rues de Cisjordanie et de Gaza. Depuis le début des affrontements à Gaza et en Cisjordanie, la Grande-Bretagne tire la sonnette d'alarme. Les Anglais, souvenez-vous, ont été parmi les tout premiers à condamner très durement le comportement des troupes israéliennes. Plus remarqué encore, l'intervention de David Mellor, ministre délégué au Foreign Office. David Mellor, qui est en visite en ce moment dans les camps de réfugiés, a qualifié les conditions de vie de choquantes et inhumaines devant les caméras de nos confrères de la BBC. Discours d'une vigueur inhabituelle, surtout dans la bouche d'un représentant du Foreign Office. L'intéressé a réitéré ses propos cet après-midi devant le Premier ministre israélien, M. Isaac Shamir. Philippe Arwar. Voici la scène qui a fortement déplu au gouvernement israélien. À Gaza, le ministre britannique David Mellor réprimande publiquement un colonel israélien qui vient d'arrêter un jeune Palestinien soupçonné d'avoir lancé des pierres. Quelle pierre, dit M. Mellor. Je n'ai rien vu de tel. Colonel, vous devriez y regarder de plus près. Ce n'est pas bien du tout. Lorsque cela se produit, David Mellor vient de visiter le camp de Jabalia qui abrite 52 000 réfugiés vivant dans des conditions précaires. Le ministre, en visite officielle, s'est entretenu directement avec les habitants sur leurs conditions de vie. Son jugement est sans appel. C'est un affront aux valeurs de la civilisation, dit-il. Ici, c'est la misère, alors qu'à quelques kilomètres, en Israël, c'est la prospérité. Les Israéliens ne font rien depuis 20 ans pour améliorer une situation inhumaine. Je suis choqué et je défie quiconque de venir ici sans être choqué. Surprise et colère du gouvernement israélien qui regrette que M. Mellor ait exprimé, et de quelle manière, une vue partielle de la situation. Et un officiel israélien d'ajouter: on reconnaît bien là l'arrogance britannique, comme du temps du mandat anglais en Palestine. À Londres, le gouvernement soutient son ministre qui poursuit sa visite en Israël. La classe politique anglaise est partagée. Certains regrettent cet accroc dans les relations anglo-israéliennes, d'autres pensent que le chef adjoint de la diplomatie a tenu des propos justes, mais quand même peu diplomatiques. Emprisonnement, torture, exécution, 3 mots terribles sur la couverture d'un rapport d'Amnesty International qualifié de rapport de la honte, car il concerne, vous allez le voir, les violences contre les enfants. Avec d'autres organismes, Amnesty International réclame une convention internationale pour garantir les droits des enfants et met à l'index bon nombre de pays. L'Afrique du Sud, la Birmanie, l'Iran, l'Irak, le Bangladesh, le Sri Lanka, l'Équateur. La liste est malheureusement loin d'être close. Philippe Gassot. Chaque année dans le monde, 14 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent de maladie ou de misère. On le savait, plus ou moins. Mais savait-on que délibérément, des enfants étaient torturés, assassinés, enlevés aux 4 coins du monde? Le rapport d'Amnesty est accablant, brutal. Voici ce qu'il dénonce.
Arrestation de 300 enfants, une trentaine sera tuée, certains auront les yeux arrachés. Des petits torturés devant leur mère pour les obliger à parler. Ces témoins près des prisons qui ont entendu les hurlements de douleur. L'enfant supplicié pour semer la terreur. Le nourrisson tué dans les bras de sa mère. Le gamin enlevé que l'on ne reverra plus. Hurlements d'épouvante et rires des soldats. Les yeux des tortionnaires, les petits qu'on piétine. Ceux qui tombent fauchés devant les mitrailleuses. Ses membres secoués par l'électricité. Tout cela est dans le rapport, tous ces enfants martyrs qu'on a pu dénombrer. Amnesty dénonce, l'innocence et la vulnérabilité ne protègent pas contre les abus de pouvoir des gouvernements. Après le constat, les explications, celles du secrétaire général adjoint d'Amnesty International, M. Larry Cox. Il souhaite que le public réagisse et qu'il fasse pression sur les gouvernements qui se livrent à de telles pratiques. Écoutez-le. Depuis longtemps, nous recueillons des informations sur d'horribles histoires arrivant à des enfants. Ce n'est qu'à la fin de l'année dernière que nous avons constaté qu'il ne s'agissait pas de cas isolés, mais que de plus en plus de gouvernements infligeaient des tortures à des enfants, les maltraitaient, voire les tuaient. À ce moment de l'année où l'on réfléchit à l'avenir, nous avons pensé qu'il était bon d'attirer l'attention du monde entier sur ce grave problème. Ce que l'on souhaite, c'est que le public réagisse et fasse pression en envoyant des lettres, des télégrammes, des pétitions protestant contre les gouvernements qui osent soumettre les enfants à de tels traitements. Suite des infos avec une information qui vient de tomber sur les téléx de l'AFP. On vient d'apprendre qu'une requête en suspicion légitime a été déposée par l'Ukrenet, qui est le chef présumé de l'Alliance Caraïbe révolutionnaire, l'ARC, afin d'obtenir le dessaisissement du juge d'instruction Jean-Louis Bruguière. Les avocats du militant indépendantiste viennent de le faire savoir officiellement. D'autres renseignements dans la dernière édition du journal ce soir à 23h30. Sans transition, voici les autres télégrammes de l'actualité. Le commentaire est signé Rémi Roche. Échec au hold-up dans une banque des Champs-Élysées à Paris. Vers 16h, un homme armé s'est introduit dans l'agence réclamant de l'argent pour les restos du cœur en menaçant une caissière. Alors que la brigade anti-gang était arrivée sur place, le malfaiteur s'est rendu sans violence 1 heure plus tard. Il s'agissait vraisemblablement d'un déséquilibré. Son arme était factice. Opération de gendarmerie à Bayonne et dans plusieurs communes du Pays Basque français tôt ce matin. Une dizaine de domiciles ont été perquisitionnés et ce soir, 7 personnes soupçonnées d'être en relation avec l'ETA militaire sont toujours gardées à vue. Les gendarmes agissaient sur commission rogatoire à la suite de la découverte le 19 décembre dernier à Saint-Pé-sur-Nivelle d'un stock d'explosifs dans une camionnette. Arrestation de Jacques Yver la nuit dernière en Suisse. Yver s'était évadé il y a 2 mois de la centrale de Saint-Maur dans l'Indre où il était incarcéré notamment pour le rapt en 1980 de Michel Moru-Laribière, le vice-président du CNPF. Yver est soupçonné d'avoir participé pendant sa cavale à l'enlèvement manqué d'un banquier suisse. Bouffée d'oxygène à la bourse de Paris, dopée par la hausse conjointe du dollar et de la bourse de New York, les valeurs françaises ont gagné 3,28%. Et puis, première importante victime connue du krach d'octobre, la société Ifremer par le biais de sa filiale la Génavir, qui avait réalisé des placements en 6 caves actions, montant des pertes près de 3 millions de francs. À Paris, la Coupole change de tête. Explication de texte pour ceux qui connaissent mal le quartier Montparnasse. La Coupole est une des brasseries les plus célèbres de Paris. En 60 ans, elle est même devenue le lieu géométrique d'une certaine vie intellectuelle et artistique. Seulement voilà, les temps changent. La Coupole vient d'être reprise par le groupe Flo, un groupe au chiffre d'affaires impressionnant. Et on se demande maintenant si ce lieu magique et prestigieux va garder son âme. Réponse d'Alain Doubeski. La Coupole, boulevard du Montparnasse, un emplacement qui fait rêver les promoteurs, en plein cœur de Paris. Un seul étage, et puis vous pensez, du vide derrière. Dans 6 mois, la Coupole, extérieurement, aura cet aspect. 7000 mètres carrés de bureaux entoureront le célèbre établissement. C'est la Cogedim, société de promotion immobilière, qui réalisera l'opération. Pour obtenir le permis de construire, elle a dû s'engager à conserver la Coupole, classée monument historique. Pour soutenir les bureaux qui seront construits au-dessus de la Coupole, les 24 piliers de la salle seront renforcés, intérieurement bien sûr. Le métier de la Cogedim, c'est l'immobilier. Aussi, elle a vendu le fonds de commerce à un spécialiste de la restauration de luxe, le groupe Flo.
Un groupe qui rassemble 5 brasseries à Paris, plusieurs boutiques traiteurs, 2 restaurants en province, un à Barcelone, un à Tokyo. Pour le PDG du groupe, la coupole devrait devenir le plus beau fleuron de ces établissements. Si j'ai un peu collectionné, si vous voulez, je m'excuse du terme, les endroits qui avaient réellement une âme, Flo, Julien, le Terminus, le Bœuf sur le toit, c'est parce qu'on n'a jamais dévié, si vous voulez, d'une certaine manière de vivre et d'art de vivre qui appartient particulièrement aux Parisiens. Et je crois que le summum, c'est la coupole. Le vendeur, celui qui créa l'établissement il y a 61 ans, est toujours là aujourd'hui. Il a 90 ans et il se souvient du premier artiste qui eut l'idée de peindre les colonnes. C'est M. Offray qui a fait la première colonne en restaurant là. C'est ce client-là qui a dit, le restaurateur qui aurait l'idée de faire décorer son restaurant par les peintres de Montparnasse, ça serait une idée géniale. Et M. Offray a trouvé 32 personnes qui ont décoré sur toile et qui sont marouflées sur chaque colonne. Votre ancien patron, vous l'aimez bien? Pour nous, c'était un père, on l'appelait Papa Lafont, le père Lafont, c'était le père à tout le monde, c'était une institution, le père Lafont, c'était quelque chose. La coupole pour moi, c'est un deuxième bureau, une deuxième maison. Le matin, je viens prendre mon petit déjeuner, à midi, je viens déjeuner avec un auteur. S'il faut que je travaille, je peux rester jusqu'à l'après-midi. Le soir, je reviens souper après le théâtre. Pour moi, c'est tout, c'est irremplaçable. Le groupe Flo s'engage à reprendre la coupole dans le respect de la tradition. Un engagement qui, s'il n'était pas respecté, ferait fuir les habitués et risquerait donc de coûter très cher aux nouveaux propriétaires. Autre lieu, autre interrogation dans le Var, les habitants de Tourette découvrent avec émoi que le gouffre apparu le 27 décembre dernier a fait beaucoup plus de dégâts que prévu. Une maison en construction, vous le savez, est menacée, plusieurs villas sont fissurées, à tel point que le maire vient de demander le classement du site en zone sinistrée. Au 9e jour de son existence, le gouffre de Tourette semble stabilisé. Contrairement aux jours précédents, les témoins au plâtre posés sur la maison lundi 4 janvier n'ont pas bougé et confirment bien une relative accalmie dans le processus de création d'une grotte souterraine. Le chotard a rejoint son lit naturel. Les voisins immédiats ont préféré déménager et pourtant à 80 mètres du trou, les habitants restent confiants. On ne sait pas ce qui se passe en dessous. Bon, les études vont être très longues et très coûteuses. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va les payer. Sans doute le gouvernement ou le département. Mais pour le moment, moi, on m'a dit de rester là, je reste. Je fais confiance aux autorités, je fais confiance aux techniciens. Effectivement, les géologues du ministère de l'Agriculture sont à pied d'œuvre pour établir une étude scientifique des mouvements de terrain qui affectent la zone du gouffre. L'installation de clôtures grillagées fait partie des mesures prises par la municipalité pour prévenir les accidents. À la mairie, on refuse toute interview. Cependant, hier soir, le conseil municipal a pris 2 mesures. Classement du site en zone de catastrophe naturelle et intervention du conseil général pour dégager les crédits nécessaires à l'étude de ce phénomène. À Tourette, on attend la suite des événements et le gouffre reçoit ses premiers visiteurs. Cet après-midi, le ministère de l'Environnement, et ça c'est du concret, a décidé d'allouer un crédit de 250 000 francs pour la réalisation d'un plan d'exposition au risque. Ce plan doit permettre d'entamer des études souterraines et de mettre en place les mesures qui s'imposent, tout au moins pour le moment. Le sport, Jean Mamère, il y a de quoi pavaser. Les petites Françaises se reprennent bien dans la Coupe du Monde de ski. C'était chez nous, c'était à Tignes, mais enfin quand même. Et oui, en France, et 2 Françaises sur un podium de slalom géant. Voilà 8 ans que l'on n'avait pas vu cela, mais honneur au vainqueur. Vernie Schneider, la Suissesse, elle a pris sa revanche de Piancavallo et dominé Catherine Kitté. Schneider était favorite, elle a assumé parfaitement son rôle. Quant à Catherine Kitté, vainqueur de la première manche, elle a sans doute voulu trop assurer dans la deuxième. Une défaite de 5 centièmes de seconde seulement, mais malgré tout, une grande satisfaction pour la Française. En géant, j'ai plus confiance et puis je vais essayer de continuer comme ça tout le long de la saison. Bonne résolution donc, mais autre grande satisfaction du jour, la 3e place de Carole Merle. Un retour au premier plan avec une victoire dans la deuxième manche, une qualification pour les Jeux Olympiques, mais confirmation de tout cela demain toujours à Tignes pour un slalom spécial. Nous verrons bien. Football, Giresse, homme de l'année par nos confrères de France Football, c'est pas un gag et c'est en soi une belle revanche pour Gigi. Hein. Ah oui, après sa retraite internationale et son départ, dirons-nous, mouvementé de Bordeaux, Gigi s'en va avec les honneurs. C'est la 3e fois qu'il est récompensé de cette manière. Cette fois-ci, cela ne change rien à son avenir, mais quelle fin et quelle belle fin pour Gigi. Alors je vous propose de regarder un peu qui il était, parce que Giresse est un personnage un peu particulier. Giresse, c'est ça. Giresse, c'est l'instinct du but. Mais c'est aussi le sens du jeu collectif.
C'est aussi le plaisir du spectateur par un geste presque gratuit. Et c'est surtout le plaisir du coéquipier par la passe hyper précise. Giresse, c'est 17 ans de football professionnel, une grande expérience, des joies immenses, mais étonnant tout de même de voir qu'à 35 ans, il est encore le meilleur joueur français. J'ai commencé en équipe nationale qu'à partir de 29 ans, donc toute la jeune génération du football français qui tourne aux alentours de 24-25 ans peut mûrir et avoir un peu plus d'expérience dans les années qui viennent pour à nouveau redorer le blason de l'équipe de France. Surtout que Giresse, c'est un fabuleux parcours avec l'équipe de France, un titre européen et 2 demi-finales mondiales. Le vengeur masqué. Mais ce titre 87, c'est peut-être aussi une revanche sur ce mondial mexicain en demi-teinte à cause de la chaleur. Je signe. Giresse signe et persiste, il est encore une valeur sûre. Bon, alors tu l'as eu ton gag, hein? À 36 ans, vous me rappelez votre âge, vous? Le même. Et nous sommes bordelais tous les deux. Il a tout l'avenir devant lui. Là, sans transition, la météo, Sophie, ça se gâte, notamment dans le nord-est de la France. Il y a des inondations, je crois. Oui, on commence par des images d'inondations dans le nord-est, dues à de fortes pluies qui se sont abattues sur la région ces dernières heures. Dans les Vosges, à Mirecourt, la rivière le Madon est sortie de son lit. Pas de gros dégâts matériels à signaler, mais des champs complètement inondés. Et puis quelques routes coupées par les inondations, notamment à Vergaville, en Meurthe-et-Moselle, et à Bourbonne-les-Bains, dans la Haute-Marne. Alors de fortes pluies, mais aussi du vent qui a soufflé très fort aujourd'hui, avec des rafales de 70 km/h à Lille, 65 km/h dans le sud-ouest. Ce vent s'est un petit peu calmé en fin d'après-midi, mais il va reprendre dès cette nuit et demain matin avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Et la météo nationale prévoit des rafales de 120 km/h sur la façade atlantique, 90 km/h à l'intérieur du pays. Alors vous allez voir l'image satellite avec les perturbations qui défilent. Je vous le disais, une nouvelle perturbation donc arrivera demain. On la retrouvera à la mi-journée sur l'Aquitaine, le Limousin, le Nord. Elle va traverser le pays pour gagner le sud-est en cours de journée. À l'arrière, c'est un temps plus variable et plus frais qui va s'installer. Une alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses. Donc les températures commencent à se rafraîchir. Ce sera surtout sensible à partir de jeudi. 8 degrés à Brest jusqu'à 16 degrés en Corse. Là, il fait encore très doux. Nous serons demain, le mercredi 6 janvier. Nous gagnons 2 minutes de soleil et nous fêterons les Melaines ou Mélènes. Je n'en connais pas personnellement. Moi non plus. Hein. Voilà. Prochain rendez-vous d'information, 23h30, le dernier journal avec Hervé Claude. Demain, à partir de 6h45, ouvrez l'œil avec Télématin. Les infos de 7h, 7h30 et 8h seront présentées par Catherine Sellac et Marc Hautement. À 7h45, c'est Arlette Laguillet, que l'on ne présente plus, qui sera l'invitée des 4 vérités de Gérard Morin. Bonsoir et à demain 20h.